Morgan, un ancien combattant de la marine, est venu dans le bayou de Louisiane pour enterrer son passé. Il ne voulait que la paix, mais son chien ranger avait d'autres plans. Après une tempête, il le conduit vers un gilet de sauvetage orange emmêlé, qui semble aussi normal que n'importe quel autre morceau de bois flotté. Mais Morgan, fort de son expérience de soldat, voit ce que les autres ne remarqueraient pas. L'une des sangles n'est ni déchirée ni effilochée, mais a été coupée proprement, délibérément. Ce n'est pas un déchet, c'était un message. Lorsque le shérif adjoint local est arrivé avec un avertissement effrayant au lieu d'une enquête, Morgan a compris qu'il avait accidentellement trouvé la clé d'un secret mortel que toute la ville essayait d'enfouir. Soutenez-nous en vous abonnant à la chaîne. Le bruit du moteur qui s'éteignait était le son le plus fort que Morgan ait entendu depuis 1 heure. Il a coupé le contact de son vieux pick-up et le silence qui s'est installé était épais, lourd et vivant. Ce n'était pas l'absence de bruit, c'était un mur de sons constitué d'1 million de petites choses. Le bourdonnement des cigales, le faible bourdonnement des moustiques, le coassement lointain d'un wawaron et le doux soupir humide du bayou lui-même. Il resta assis un long moment, les mains posées sur le volant, laissant l'humidité oppressante de la Louisiane s'infiltrer par les fenêtres ouvertes. C'était comme respirer de l'eau. Morgan était un homme grand, âgé d'une 30aine d'années, avec une silhouette mince mais forte, par des années de discipline militaire. Ses cheveux bruns courts commençaient à montrer des mèches argentées aux tempes, contrastant fortement avec la fatigue juvénile de ses yeux bleus. Une barbe et une moustache soigneusement taillées, mais légèrement épaisses, couvraient un visage buriné et robuste qui semblait pris entre la dureté et une gentillesse innée. Il portait ce qui était devenu son uniforme dans la vie civile. Une chemise à carreaux bleus et gris délavés, déboutonnée sur un t-shirt gris uni, un jean en denim usé et de solides bottes de travail. Chacun de ces mouvements était économique et délibéré, une habitude forgée dans des endroits où tout mouvement inutile pouvait avoir des conséquences désastreuses. À côté de lui, sur le siège passager, une grosse tête se souleva du rembourrage usé, une paire d'yeux ambrés intelligents cligna lentement, puis se fixa sur le visage de Morgan Ranger, un berger allemand de 5 ans, était un animal magnifique. Son pelage était un mélange distinctif de gris et de blanc, une couleur rare qui le faisait ressembler à une créature née de la brume et du clair de lune. Une selle principalement grise descendait le long de son dos, tandis qu'une fourrure d'un blanc éclatant recouvrait sa poitrine, son ventre et ses pattes. Il était grand pour sa race, avec une poitrine profonde et une carrure athlétique et puissante qui témoignait d'une force maîtrisée. Le était aussi stable que son regard. C'était un chien calme et observateur, profondément en phase avec l'homme à ses côtés. Il n'était pas seulement un animal de compagnie, il était un partenaire, un gardien et, dans les heures calmes et désespérées de la nuit, une ancre. « Bon, mon garçon, » dit Morgan d'une voix grave et grondante, « nous y voilà. » Pelican Ranger poussa un gémissement doux, non pas d'anxiété, mais de reconnaissance. Il changea de position, le nez frétillant, tandis qu'il humait les milliers de nouvelles odeurs transportées par l'air humide. Morgan ouvrit sa porte et balança ses jambes à l'extérieur, ses bottes s'enfonçant légèrement dans la terre molle et sombre. Il regarda leur nouvelle maison. C'était une maison sur pilotis, de conception classique dans le bayou, construite pour résister au. Le revêtement en bois était patiné par les intempéries et avait pris une teinte gris argenté. Une large véranda grillagée entourait la façade, offrant un point de vue privilégié sur l'eau sombre tachée de tanin qui venait lécher les pilotis en contrebas. L'endroit était isolé, éloigné, et Morgan espérait qu'il serait paisible. Il l'avait acheté en ligne sans l'avoir vu, attiré par la promesse de solitude que semblaient offrir les images satellites. Il avait besoin d'un endroit où le bruit du monde ne pouvait. Ils passèrent le reste de l'après-midi à déballer leurs affaires dans un calme rythmé. Morgan transportait les cartons dans l'escalier en bois, dont la structure craquait sous son poids. Rangés patrouillaient minutieusement autour de la propriété, la queue basse et immobile, d'un pas déterminé. Il inspectait les cyprès recouverts de mousse espagnole et les épais buissons de palmiers nains, ses grognements occasionnels étant les seuls commentaires sur ses découvertes. L'intérieur de la maison était simple. 2 petites chambres, une cuisine basique et un salon avec de grandes fenêtres donnaient sur le vert et le brun infini du marais. Ça sentait le bois humide, la poussière et le désusage. Alors que le soleil commençait à descendre sous l'horizon, peignant le ciel de touches oranges et violettes, Morgan se tenait sous le porche, une bouteille d'eau à la main. Chaleur de la journée commençait enfin à retomber, mais l'air restait lourd. Les sons du bayou changeaient à mesure que les créatures de la nuit commencèrent à s'agiter.
Le chœur des grenouilles s'amplifiait et les stridulations des grillons s'y joignaient. C'était un monde à 1000 lieues des ponts gris acier d'un navire de la marine, un monde à 1000 lieues des paysages arides et poussiéreux qui hantaient sa mémoire. Cet endroit était censé être un lieu de guérison, mais alors que l'obscurité s'installait, Morgan sentit la tension familière s'enrouler dans ses entrailles. Le calme ici était différent, il était pas vide, mais il était plein de secrets. Ranger semblait sentir le changement d'humeur de Morgan et vint s'asseoir à côté de lui, posant sa tête lourde sur les genoux de Morgan. Morgan caressa distraitement les oreilles douces d'anx du chien, ce mouvement répétitif lui apportant un petit réconfort face à la marée montante de ses propres pensées. Plus tard dans la nuit, le sommeil ne vint pas facilement. Quand il finit par arriver, ce fut une mer sombre et traîtresse qui le ramena à un endroit qu'il voulait désespérément oublier. Il était sur l'eau, mais ce pas le bayou sombre et calme, mais l'océan gris et agité sous un ciel sans lune. L'odeur du diesel et du sel était forte dans ses narines. Il y avait des cris, le bruit métallique d'une alarme et la voix désespérée et paniquée d'un jeune marin, un gamin nommé Miller qui l'appelait. Morgan courait, ses bottes glissant sur le pont mouillé, mais il avait l'impression de se déplacer dans la boue. Il vit le visage de son commandant, impassible et froid, se détourner. C'était un accident tragique. La voix de l'officier résonna, désincarnée et définitive. « Nous avons nos ordres. Le rapport est rédigé, nous passons à autre chose. » Mais Morgan savait que ce n'était pas un accident. Il savait que quelque chose avait été dissimulé, une vérité délibérément enfoncée au fond de la mer avec la vie d'un jeune homme. Il ouvrit la bouche pour crier, pour protester, mais aucun son ne sortit. Il était prisonnier du silence, étouffé par l'injustice. Morgan se réveilla en haletant violemment, le corps trempé de sueur. Il était emmêlé dans son mince drap, son cœur martelant ses côtes comme s'il essayait de s'échapper. La pièce sombre et inconnue l'oppressait. Les ombres des cyprès à l'extérieur de sa fenêtre ressemblaient à des doigts squelettiques. Pendant un moment terrifiant, il ne savait pas où il était. Le cauchemar s'accrochait à lui, ses résidus huileux rendant sa respiration difficile. Puis il sentit un poids solide et lourd appuyé contre sa poitrine, un museau humide poussa sa main. Ranger se tenait à côté du lit, ses pattes avant fermement plantées sur le matelas, la tête baissée pointée au niveau de Morgan. Le chien poussa un gémissement grave et guttural, un son profondément inquiet. Il lécha la sueur sur le front de Morgan, un contact brut et rassurant. La respiration frénétique de Morgan commença à ralentir. Il enroula un bras autour du cou puissant du chien, enfouissant son visage dans l'épaisse fourrure de Ranger, fourrure épaisse du chien. Le chien ne bougeait pas, il se tenait simplement debout, comme une statue vivante, un ancrage solide et chaleureux dans le chaos tourbillonnant de l'esprit de Morgan. Il était réel, cette pièce était réelle, le passé n'était qu'un fantôme. « Tout va bien, mon garçon, » murmura Morgan d'une voix rauque. « Je suis là, je vais bien. » Il se dégagea des draps et balança ses jambes sur le côté du lit, restant assis dans l'obscurité pendant un long moment. La tête de Ranger posée fidèlement sur ses genoux. Le lien qui les unissait était plus profond que celui entre un maître et son animal de compagnie. Dans les moments les plus sombres, Ranger était son thérapeute, son gardien, le seul être vivant capable de le ramener du bord du gouffre. Finalement, il se leva et se dirigea vers la véranda grillagée, Ranger marchant silencieusement derrière lui. L'air avait changé, un vent frais se levait, faisant vibrer la mousse espagnole dans les arbres. L'humidité s'était intensifiée, créant une lourde sensation électrique qui chargeait l'atmosphère. Au loin, un éclair illumina silencieusement les nuages, suivi quelques instants plus tard par un grondement grave et profond qui semblait secouer les fondations même de la maison sur pilotis. Le cœur des grenouilles et des insectes s'était tu, le bayou retenait son souffle dans l'attente d'une tempête qui s'annonçait violente. Elle se préparait au loin, une force sombre et violente rassemblant ses forces avant de remonter le fleuve. La tempête éclata juste avant l'aube, laissant le monde propre et étrangement silencieux. Lorsque Morgan sortit sur la véranda, une tasse de café fumant à la main, l'air était frais et vif, débarrassé de l'humidité oppressante de la veille. Le ciel était d'un bleu éclatant et sans nuages. Le bayou, cependant, était une entité complètement différente. L'eau sombre et placide avait monté de plusieurs centimètres sur les pilotis de la maison et était maintenant d'un brun boueux et tourbillonnant, sa surface encombrée d'un épais tapis de débris. Des branches entières, des grappes de feuilles et des morceaux non identifiables de la vie du marais avaient été arrachés et étaient maintenant pris dans le courant lent et puissant. Ranger se tenait à côté de lui,
posture alerte, le nez en alerte pour déchiffrer la nouvelle mosaïque d'odeurs que la tempête avait apportée. L'énergie chaotique de la nuit avait été remplacée par un calme tendu et vigilant. Pour Morgan, le nettoyage était une distraction bienvenue, une mission, un problème tangible avec une solution claire, loin des ennemis obscurs et informes qui hantaient son sommeil. Son plan pour la journée était simple. Prendre la petite barque en aluminium qui accompagnait la propriété et inspecter le périmètre pour s'assurer qu'aucun arbre important n'était tombé sur son terrain et de dégager tout obstacle près de son petit quai. 1 heure plus tard, le moteur hors-bord du canot se mit en marche dans un bruit de toux bruyante. Ranger, déjà assis à la proue comme un second expérimenté, dressa les oreilles, le corps palpitant d'anticipation. Morgan guida habilement le petit bateau loin du quai et dans le chenal principal. L'eau était lente, le bateau avançait à travers des îlots, flottant de feuilles et de brindilles. Il naviguait avec une aisance acquise par ses années dans la marine, qui est aussi à l'aise sur l'eau que sur terre. Ils passèrent en la première partie de la matinée à faire le tour de la propriété. Tout semblait en ordre lorsqu'ils contournèrent un méandre de la rivière. Morgan s'apprêtait à faire demi-tour lorsque l'attitude de Ranger changea soudainement. Le chien qui observait calmement le paysage se tenait désormais raide à la proue, un gémissement grave s'échappant de sa gorge, la tête fixée sur un épais bosquet de mangroves à leur droite, un endroit où les débris de la tempête, s'étaient accumulés pour former un barrage boueux et enchevêtré. Il arpentait le petit espace à l'avant du bateau, son agitation grandissant, regardant Morgan avec une insistance pressante. « Qu'y a-t-il, mon garçon » demanda Morgan en coupant le moteur. « Bois, tu vois un alligator ?» Mais l'attention de Ranger n'était pas le genre de curiosité alerte qu'il manifestait pour la faune sauvage. C'était différent. C'était une énergie intense et concentrée, la même que celle qu'il utilisait lorsqu'il était en mission, faisant confiance à l'Ekra, une confiance forgée dans des endroits bien plus dangereux que celui-ci. Morgan prit une longue pagaie et commença à pousser le skiff vers les mangroves. L'air était chargé d'une odeur de pourriture et de terre humide. Le bateau raclait les branches submergées alors qu'il le poussait plus profondément dans les fourrés, puis il le vit, un éclair orange synthétique presque englouti par le vert boueux et le brun du marais. C'était un gilet de sauvetage désespérément emmêlé dans les racines noueuses des mangroves. « Ce n'est que des déchets, mon garçon, » dit Morgan, tandis que Ranger continuait de se plaindre. Avec un profond soupir, il se pencha, attrapa un coin du gilet et commença le processus ardu de le dégager. Il était coincé, retenu fermement par les racines et la succion de la boue. Il donna un dernier coup sec et il se détacha avec un bruit de succion humide éclaboussant sa chemise de boue. Il le jeta sur le plancher du skiff, un morceau de ferraille oublié, mais alors qu'il se retournait pour pagayer, son regard se posa sur l'une des sangles. Il s'arrêta. Quelque chose clochait. Il ramassa le gilet et passa ses doigts sur le bord de la sangle coupée. Son attitude changea complètement. Le fermier décontracté avait disparu, remplacé par l'esprit analytique et vif d'un marin. Dans un accident, une sangle comme celle-ci aurait été effilochée, déchirée ou étirée jusqu'à se rompre. Ce bord était net, trop net. C'était une ligne droite et délibérée, comme celle qu'aurait laissée une lame tranchante. Son sang se glaça. Ce ne pas des débris laissés par une tempête, c'était une preuve. Il ramena le skiff au quai, l'esprit en ébullition. L'illusion de solitude paisible qu'il avait si désespérément recherchée venait d'être brisée. Il étala le gilet sur les planches usées de son porche. L'orange vif contrastait avec les tons sourds du bayou. Il passa son pouce sur la coupe nette encore et encore. C'était une coupe professionnelle, rapide et efficace. Un grognement grave monta du fond de la poitrine de Ranger. Avant même que Morgan n'entende le moteur approcher, il leva les yeux et vit un bateau de police, dont l'insigne officiel contrastait avec le décor sauvage, ralentir à l'approche de son quai. Un homme en uniforme se tenait à la barre, coupant le moteur et laissant le bateau dériver sur les derniers mètres. Le garde forestier se plaça directement devant Morgan, le corps tendu, les poils le long de sa colonne vertébrale, légèrement hérissés. L'homme qui monta sur le quai était un shérif adjoint. Son nom, Budreau, brodé au-dessus de sa poche. C'était un homme corpulent, avec un ventre, son uniforme kaki tendant légèrement aux coutures. Son visage était rougi par le soleil et ses mouvements étaient lents et délibérés, comme si l'humidité s'était installée profondément dans ses os. Il se comportait avec l'autorité tranquille de quelqu'un dont le pouvoir n'avait jamais été remis en question. « Bonjour, Budreau, » dit-il d'une voix traînante et paresseuse. « Je fais juste ma ronde après la tempête pour m'assurer que tout le monde va bien. Vous devez être le nouveau, Morgan. »
Morgan répondit d'un ton neutre sans lui tendre la main. Les yeux de Baudreau balayèrent la propriété du regard avant de s'arrêter sur le gilet de sauvetage posé sous le porche. Il le désigna du menton. La tempête a charrié toutes sortes de détritus, n'est-ce pas? On en trouve ici, quelque chose comme ça. Morgan répondit prudemment. On l'a trouvé emmêlé dans les mangroves en aval. Les sangles ont été coupées. Budreau monta les marches du porche en contournant largement Ranger, le chien. Grognement du chien était maintenant un grondement grave et constant, un avertissement clair. « Du calme, chien », dit l'adjoint sans le regarder. Il donna un coup de botte au gilet. Probablement un pêcheur qui l'utilisait comme bouée ou quelque chose comme ça, rien d'inquiétant. Le rejet était si rapide, si absolu, qu'il était plus suspect que n'importe quel déni. Morgan sentit un frisson malgré la chaleur. Un homme de la Nouvelle-Orléans a disparu dans un accident de bateau il y a quelques semaines, déclara Morgan en observant le visage de l'adjoint. L'expression de Budreau ne changea pas, mais son regard se durcit de manière presque imperceptible. C'était une tragédie vraiment dommage. Les gens de River City ne Savannah pas connaissaient pas les gens de River City. Ils viennent ici, ils ne respectent pas l'eau ne les respecte pas en retour. C'est aussi simple que ça. Il se retourna pour partir, puis s'arrêta en haut des escaliers. Un conseil, Morgan, c'est un endroit tranquille. Ici, les gens l'aiment comme ça. Mieux vaut ne pas fourrer votre nez dans des affaires qui... Bayou a le don d'engloutir ceux qui posent trop de questions. La menace voilée flottait dans l'air épais et humide entre eux. Elle était formulée sur le ton désinvolte d'un conseil amical, ce qui la rendait d'autant plus menaçante. Budreau souleva son chapeau, remonta sur son bateau et démarra le moteur, tandis que le bateau de police disparaissait au détour du virage, ne laissant derrière lui qu'un sillage agité. Le silence qui s'ensuivit semblait plus pesant qu'auparavant. Morgan resta immobile, le regard fixé sur l'endroit où le bateau avait disparu. Le grognement du ranger finit par s'apaiser, mais le chien resta collé contre sa jambe, son poids solide et finit par s'apaiser, mais le chien resta collé contre sa jambe, son poids rassurant. Il baissa les yeux vers le gilet de sauvetage coupé, puis regarda à nouveau l'eau sombre et mystérieuse. Le cauchemar de la nuit précédente lui revint en mémoire, le sentiment qu'une vérité avait été délibérément noyée, qu'une injustice avait été balayée sous le tapis. Il était venu ici pour échapper à son passé, mais il semblait que le passé l'avait rattrapé sous une nouvelle forme. Il baissa les yeux vers son fidèle chien, dont l'instinct avait confirmé ce que son intuition lui disait. Ce n'était pas terminé, cela venait juste de commencer. Le lendemain matin de la visite de l'adjoint Budreau, le bayou semblait retenir son souffle. Une épaisse brume blanche recouvrait la surface de l'eau, étouffant tous les sons et transformant les formes familières des cyprès en apparitions fantomatiques grises. Morgan se tenait sur son porche, le gilet de sauvetage coupé posé sur un banc en bois à côté de lui, comme une accusation. Les mots de Budreau, enrobés d'un accent traînant mais tranchant comme une lame, résonnèrent dans son esprit. Le bayou a le don d'engloutir ceux qui posent trop de questions. C'était un avertissement clair, un ordre de se retirer, mais l'image qui restait gravée dans son esprit était celle de son cauchemar, le visage froid et dédaigneux de son supérieur, le sentiment qu'une vérité était enfouie au fond de la mer. Il regarda la sangle coupée du gilet, c'était le même mensonge, mais à un endroit différent, le laisser là n'était une option. Cela ressemblait à une trahison envers l'homme qu'il avait porté et envers la mémoire du jeune marin qu'il n'avait pas réussi à sauver. Il avait besoin d'informations et il ne les trouverait pas en restant assis là, isolé et surveillé. Il devait se rendre au cœur de la communauté, aussi petite et fermée soit-elle. Avec une nouvelle détermination, il fit monter Ranger dans le canot. Le chien, sentant le changement d'intention de Morgan, passant d'une exploration sans but à une mission claire, était alerte et concentré. Morgan dirigea le bateau vers l'aval en suivant le chenal. Principal. Après environ 20 minutes, la nature sauvage commença à céder la place à des signes de civilisation. Quelques maisons sur pilotis apparurent, puis une longue promenade en bois qui reliait une poignée de bâtiments. Un magasin général délabré, un magasin d'appâts et d'articles de pêche avec des enseignes décolorées et un petit bâtiment avec une enseigne peinte à la main indiquant Annette's Cajun Kitchen. C'était la ville de Pelican. Alors que Morgan amarrait son esquif à un poteau, il attira immédiatement l'attention. Deux hommes en tenue de pêcheur interrompirent à trois leur conversation pour l'observer, les yeux plissés de suspicion. Une femme qui balayait le porche du magasin général cessa son travail, le regard fixé sur le grand berger allemand assis calmement dans le bateau. C'était un endroit où tout le monde se connaissait et où un nouveau visage était un événement, une intrusion. Morgan entra dans le restaurant. La porte moustiquaire se referma derrière lui dans un claquement sonore.
L'air à l'intérieur était imprégné de l'odeur forte du café à la chicorée, du bacon frit et du poisson-chat. La poignée de clients, tous des hommes, cessèrent de parler et se tournèrent vers lui. Morgan fit un léger signe de tête, le visage impassible, et s'assit à une petite table dans un coin, d'où il avait une vue dégagée sur la salle. Une femme d'âge moyen, aux yeux fatigués et au visage aimable, sans doute Annette, s'approcha et il commanda un café noir. Tout en sirotant le liquide chaud et amer, il balaya la salle du regard. Dans une cabine près de la fenêtre, un homme était assis seul, buvant son café et regardant l'eau. Il était plus âgé, peut-être vers la fin de la soixantaine, avec un visage qui semblait avoir été sculpté dans du vieux bois de cyprès. Sa peau était d'un brun foncé et rugueux, marqué par un réseau de fines rides dû à une vie passée sous le soleil de Louisiane. Ses mains, enroulées autour de sa tasse, étaient noueuses et puissantes, les jointures gonflées, les paumes calleuses après des décennies passées à tirer des filets et à lutter avec le fleuve. Il avait une chevelure épaisse, gris acier, et des yeux vifs et intelligents, qui ne manquaient à et ne manquaient rien. Il portait une simple chemise en flanelle et un pantalon de travail, mais il se tenait avec une dignité tranquille. Morgan pensa que c'était un homme qui connaissait bien le bayou. Après avoir fini son café, Morgan s'approcha de la table de l'homme. « Excusez-moi, dit-il, puis-je m'asseoir ?» Le vieil homme leva les yeux et le regarda d'un air inquisiteur. Après un moment, il grogna et lui fit signe de s'asseoir en face de lui. « C'est un pays libre, » dit Morgan en s'asseyant. Il ne se présenta pas et ne demanda pas son nom à l'homme. Il décida d'adopter une approche directe mais indirecte. « Je suis pas en Boris Sanson. Total, je suis nouveau ici, commença-t-il d'une voix basse. J'apprends encore à connaître la rivière. Ce matin, j'étais sur mon skiff en train de nettoyer les débris laissés par la tempête en aval, et j'ai trouvé quelque chose d'étrange. L'homme but une gorgée de café, l'expression impassible. Les rivières regorgent de choses étranges. C'était un gilet de sauvetage, continua Morgan en observant attentivement les yeux de l'homme. Il avait l'air assez neuf, mais l'une des sangles principales était coupée nette, comme avec un couteau. Pour la première fois, le masque impassible du vieil homme a laissé échapper un signe de nervosité. Ses yeux, qui étaient distants, se sont soudainement focalisés. Il a posé sa tasse avec un léger clic. « Orange ?» a-t-il demandé d'une voix rauque et grave. « Orange vif ?» Morgan a confirmé. La tension dans la cabine était soudainement palpable. L'homme a fixé Morgan pendant un long moment silencieux. « Je m'appelle Andrew », a-t-il finalement dit. Et l'homme qui portait ce gilet était un de mes amis. Il s'appelait Sterling. Ils ont dit qu'il avait heurté un tronc d'arbre submergé, qu'il était un idiot qui ne connaissait pas la rivière. Connaissait pas la rivière. C'était un mensonge. Richard Sterling pouvait naviguer dans ce bayou, les yeux bandés pendant un ouragan. La voix d'Andrew était remplie d'une colère sourde et brûlante. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais dans un endroit comme celui-ci, ce qu'un homme sait et ce qu'il peut prouver sont deux choses complètement différentes. La vérité tacite planait entre eux. Ils n'étaient pas plus des étrangers, mais deux hommes qui partageaient le même soupçon dangereux. Le regardaient nerveusement autour de lui dans le restaurant désormais calme. « Ce n'est pas un endroit pour parler », dit-il d'une voix encore plus basse. Il sortit de la banquette. « Tu aimes le gumbo ? Chez moi, au coucher du soleil, je te préparerai un gumbo qui te fera oublier ton propre nom. » Il donna à Morgan des indications simples pour se rendre à sa maison, située à 1 kilomètre plus loin en aval, puis il se retourna et partit sans un mot. Ce soir-là, Morgan guida sa barque jusqu'au quai d'Andrew. La maison ressemblait beaucoup à la sienne, mais elle avait l'air d'un foyer. Des carillons éoliens faits de vieux coquillages teintés doucement sous le porche et des pots d'herbes aromatiques poussaient dans une jardinière de fortune. Andrew l'accueillit à la porte et le conduisit dans une cuisine chaleureuse et encombrée qui sentait la saucisse, les crevettes et les épices. Une grande marmite de gumbo sombre et riche mijotait sur la cuisinière. Ils mangèrent dans un silence confortable au début, les seuls bruits étant le cliquetis des cuillères contre leur bol et le chant des grillons à l'extérieur. Le gumbo était le meilleur que Morgan ait jamais goûté. Lorsqu'ils eurent terminé, Andrew se leva et prit une photo encadrée sur une étagère. Il essuya le verre avec son pouce et la tendit à Morgan. C'était une photo de lui avec une femme souriante et pleine de vie. « Ma Marie », dit Andrew doucement. « Cela fait 10 ans maintenant. Elle a lutté comme une tigresse contre un cancer de l'ovaire, mais le combat a été perdu d'avance. » Il regarda par la fenêtre l'eau sombre. « Cet endroit devient calme quand on est seul. Et seul parfois. Parfois le silence est la chose la plus bruyante qui soit.
L'honnêteté brute dans la voix du vieil homme toucha Morgan au plus profond de lui-même. Il se surprit à ouvrir une porte qu'il gardait habituellement fermée à clé dans la marine. Morgan commença à parler d'une voix hésitante. « J'avais un jeune dans mon équipe, Miller, à peine âgé de 20 ans. Il y a eu un dysfonctionnement de l'équipement pendant un exercice en eau profonde. Ce n'est pas un accident, c'était de la négligence, une dissimulation pour protéger un budget, une carrière. » Il baissa les yeux vers ses mains. « On m'a ordonné de signer un rapport qui était un mensonge. J'ai suivi les ordres. Les parents de Miller n'ont jamais su la vérité. Ce silence. Je connais ce silence. » Andrew. Andrew écoutait, le regard fixe. Pas de platitude vide, ni de mots de réconfort. Il se contenta d'acquiescer, d'un signe de tête, dans un geste qui traduisait une compréhension profonde et totale. À cet instant, l'espace entre eux se remplit d'un chagrin partagé, d'une reconnaissance du fardeau solitaire qu'ils portaient l'un tous deux. Ils étaient deux hommes différents, issus de deux mondes différents, un pêcheur cajun grisonnant et un vétéran de la marine hanté par le passé. Mais ils étaient liés par le même fil invisible, le poids d'une vérité qui avait été injustement enterrée. Leur alliance n'était plus seulement une question de commodité ou de suspicion partagée, elle s'était transformée en quelque chose de plus fort, quelque chose qui s'apparentait davantage à une parenté. Sterling était un homme bon, dit Andrew d'une voix ferme, animé d'une nouvelle détermination. Il mérite que justice soit faite, et toi, mon garçon, tu mérites de trouver la paix. Il regarda Morgan, les yeux clairs et résolus. Je connais ce bayou, je connais ses habitants, ses secrets, ses recoins sombres. Si tu veux tirer sur ce fil que tu as trouvé, je t'aiderai à le faire. Lorsque Morgan quitta la maison d'Andrew plus tard dans la nuit, le bayou ne lui semblait plus aussi menaçant. Le brouillard s'était dissipé et un ciel étoilé scintillait au-dessus de sa tête. Pour la première fois depuis son arrivée, il ne se sentait plus complètement seul. Il avait trouvé un allié et, plus encore, il avait trouvé un ami. Le lendemain matin, le bayou s'éveilla avec un sentiment renouvelé de détermination. Le soleil monta rapidement dans le ciel, dissipant la brume matinale, et l'air s'animait du bourdonnement des insectes et des cris des oiseaux invisibles. Morgan se tenait sur son porche, ressentant en lui un calme différent. La conversation qu'il avait eue avec Andrew avait fait plus que forger une alliance. Elle avait allégé un fardeau qu'il n'avait pas réalisé qu'il portait seul depuis des années. L'injustice dont il avait été témoin lui semblait moins être une prison solitaire qu'un appel à l'action. Andrew arriva peu après le petit déjeuner avec son petit bateau robuste à fond plat, taché par des années d'eau du bayou et une vie de dur labeur, et accosta sur le quai de Morgan Cay. Ranger salua le vieil homme en gémissant doucement et en remuant gentiment la queue, frottant sa tête contre la jambe d'Andrew. Le lien entre les trois était déjà palpable, une compréhension silencieuse passant entre eux. « J'ai les cartes », dit Andrew en brandissant une carte roulée et jaunie des voies navigables. Sterling était méticuleux, il avait tout marqué, disant qu'on ne savait jamais quand il faudrait retrouver quelque chose ou l'éviter. Son regard vif et clair croisa celui de Morgan. Il m'a aussi dit que s'il venait à disparaître, je devais chercher à l'endroit où le vieux tronc de cyprès rencontre le North Channel. Il disait que c'était son endroit porte-bonheur, qu'il lui avait toujours rapporté du poisson. Morgan acquiesça, son esprit assemblant déjà les possibilités. Un endroit porte-bonheur ou le dernier endroit connu. Ils se mirent en route, Morgan naviguant le bateau d'Andrew, le vieil homme maniait la barre, ses mouvements aussi naturels que le flux et le reflux de la marée. Ranger était assis à la proue, ses sens en alerte, son nez puissant échantillonnant constamment la tapisserie complexe des odeurs que le bayou offrait. Le voyage les emmena plus profondément dans le labyrinthe d'eau pointe des voies navigables, à travers des canaux étroits, surplombés de mousse espagnole, passant devant d'anciens cyprès, dont les racines noueuses plongeaient sur l'ocréine, plongeaient dans l'eau sombre, comme les griffes d'une créature des marais oubliés. Plus ils s'enfonçaient, plus ils s'isolaient. Les bruits lointains des moteurs s'estompèrent, remplacés par la symphonie primitive du marais. Après près d'une heure, Andrew désigna une énorme souche de cyprès pourris, dont le sommet était creusé comme une dent cassée, dressée comme une sentinelle à la fourche de la rivière. « C'est ici, dit-il d'une voix calme. Le canal nord, Sterling Spot. » Morgan coupa le moteur et le bateau dériva silencieusement. L'eau ici était plus large, plus profonde, reflétant le ciel bleu clair au-dessus. Elle semblait parfaitement paisible, immaculée, mais les deux hommes savaient que sous cette surface calme, le baie recelait ses secrets les plus sombres. Andrew sortit son sondeur, un petit appareil usé qui émettait un léger bourdonnement. Il commença à balayer lentement le transducteur dans l'eau.
L'écran montrait des formes vagues, les contours du lit de la rivière, mais rien de définitif. « Il y a trop de débris ici, marmonna Andrew, frustré. De vieilles bûches, des branches, cet appareil ne peut pas faire la différence, soupira-t-il en passant la main dans ses cheveux gris. C'est une grande étendue d'eau, Morgan. Même avec la chance de Sterling, trouver une aiguille dans une botte de foin serait plus facile. Morgan regarda l'étendue d'eau, puis Ranger, assis à côté de lui, attentif. Le chien scrutait la surface, les oreilles frétillantes, mais ne montrait aucun signe évident d'agitation. Il cherchait, mais quoi? Morgan se pencha et posa une main sur la tête de Ranger. Tête. Tu peux le trouver, mon garçon? Tu peux trouver le bateau? Comme s'il comprenait, Ranger leva la tête, ses narines se dilatèrent, travaillant rapidement. Il commença à se déplacer autour du petit bateau, ne se contentant plus d'observer. Ses mouvements étaient délibérés, concentrés. Il marcha vers le côté tribord, puis vers le côté bâbord, son nez plongeant près de la surface de l'eau pour prélever des échantillons. Il laissa échapper un grognement grave, un son doux et interrogateur. Soudain, Ranger s'arrêta net à la proue, ses oreilles s'aplatirent légèrement et son corps se tendit. Il baissa la tête, son nez touchant presque la surface sombre. Un gémissement grave et insistant vibrait dans sa poitrine. Sa queue se remua rapidement plusieurs fois, puis il se mit à émettre une série d'aboiements courts et aigus, tous dirigés vers un point précis à environ 3 mètres devant le bateau. Il continua à aboyer en fixant intensément l'eau, tout son corps communiquant une urgence indéniable. « Qu'est-ce que c'est, Ranger » demanda Morgan d'une voix étouffée. Il regarda l'endroit en question, mais ne vit rien. La surface de l'eau était intacte, un miroir parfait du ciel. Andrew, cependant, était déjà penché en avant, les yeux plissés. « Regarde bien, Morgan, murmura-t-il, juste là où le chien regarde. » Morgan plissa les yeux. Au début, il ne vit rien, puis, presque imperceptiblement, il remarqua de minuscules taches irisées, à peine visibles tourbillonnant à la surface de l'eau, reflétant la lumière du soleil en de faibles arcs-en-ciel huileux, puis des bulles, de petits flux persistants de minuscules bulles remontant en une procession lente et continue depuis les profondeurs. Elles étaient si faibles, si subtiles, que l'œil humain pouvait facilement les manquer dans la lumière scintillante et les motifs changeants constants de l'eau, mais Ranger, avec un odorat des milliers de fois plus puissant que celui d'un homme, avait détecté la faible trace de carburant diesel, de lubrifiant, de métal se corrodant lentement, le tout remontant à la surface. « C'est ça, souffla Morgan, le sang battant plus fort dans ses veines. C'est le bateau. » Morgan s'équipa rapidement, enfila sa combinaison de plongée, un masque et des palmes. Andrew lui tendit une lourde lampe-torche. « Fais attention là-dessous, mon garçon », l'avertit Andrew d'une voix grave. « Les courants du bayou peuvent être traîtres, et ce qui se passe dans l'obscurité reste dans l'obscurité parfois. » Morgan acquiesça en ajustant son masque. Il savait qu'Andrew ne parlait pas seulement des courants. Il prit une profonde inspiration et, dans un petit splash, glissa dans l'eau sombre et étonnamment chaude. La visibilité était immédiatement réduite. Il voyait à peine à quelques mètres devant lui. Le poids de l'eau l'écrasait et les bruits du monde de la surface s'estompaient, remplacés par le gargouillis déformé de sa propre respiration. Il suivit le filet de bulles qui descendait lentement, de plus en plus profondément dans l'obscurité. Le faisceau de la lampe-torche traça un chemin à travers l'eau chargée de sédiments. Lentement, péniblement, une forme commença à émerger de l'obscurité. Une grande masse sombre. C'était le bateau. Il gisait sur le côté, partiellement enfoui dans le lit boueux et limoneux de la rivière. Ses lignes élégantes étaient désormais déformées et brisées. Le nom Odyssey était à peine visible sur sa poupe. Morgan nagea plus près, le cœur battant. Il commença à examiner la coque. Elle était effectivement fortement endommagée, mais pas comme le suggérerait un accident. Il y avait un grand trou irrégulier près de la ligne de flottaison, sur le côté bâbord. Il passa sa main gantée sur le bord. Le métal était plié vers l'intérieur, comme s'il avait été frappé de l'extérieur par une force puissante. Mais en continuant à longer la coque, il trouva ce qu'il cherchait. Juste en dessous de la fenêtre de la cabine principale, il y avait une série de perforations plus petites et plus nettes. Elles n'étaient pas irrégulières, elles étaient presque parfaitement rondes, et le métal autour d'elles était plié vers l'extérieur. Morgan savait que ce type de dommage, c'était l'œuvre d'une charge explosive, une explosion délibérée destinée à couler un navire de l'intérieur. Il trouva 2 trous de ce type, placés avec précision. Il ne faisait aucun doute qu'il ne s'agissait pas d'un accident, mais d'un acte intentionnel, soigneusement planifié et exécuté. Quelqu'un voulait que ce bateau coule, quelqu'un voulait que Sterling disparaisse. Il remonta lentement, les poumons à bout de souffle,
l'esprit tourbillonnant de cette confirmation. Lorsqu'il refit surface, haletant, Andrew était là pour l'aider à remonter dans le bateau. Ranger gémissait doucement, lui donnant de petits coups de tête, visage mouillé. « Alors, Andrew ?» demanda-t-il, la voix tendue par l'anticipation. Morgan retira son masque, de l'eau coulant sur son visage. « Ce n'était pas un accident, Andrew, dit-il d'une voix neutre. Ils l'ont coulé de l'intérieur. C'était délibéré, prémédité. » Les mots avaient un goût de cendre. Le mensonge avec lequel il avait été contraint de vivre pendant si longtemps le regardait désormais en face, reproduit dans les eaux sombres du bayou. Déjà marqué par une vie de chagrin, était désormais durci par une sombre détermination. Il serra les mâchoires, le regard fixé sur l'eau trouble. « Je le savais, » murmura-t-il d'une voix épaisse, mêlée de chagrin et de rage bouillonnante. « Qu'ils aillent tous en enfer. Stirling ne méritait pas ça. Méritait pas ça. » Morgan enroula une serviette autour de ses épaules, sentant le froid s'infiltrer dans ses os malgré le soleil. Il regarda Andrew, puis Ranger. Le combat venait de s'intensifier. Au fait, il ne cherchait plus seulement des réponses, il détenait à son aile la preuve d'un meurtre. Et à Pelican's Rest, un endroit où la vérité était un luxe, cette preuve les rendrait très dangereux. La découverte du bateau délibérément sabordé jeta un lourd voile sur Morgan et Andrew. La sombre réalité s'installa. Stirling n'était pas simplement mort, il avait été assassiné et sa mort avait été déguisée en accident. Les implications étaient effrayantes à Pelican's Rest, une communauté très soudée où les secrets étaient farouchement gardés. Une telle conspiration ne pouvait prospérer qu'avec la complicité ou au moins le silence de nombreuses personnes. Ils passèrent le reste de la journée dans le petit salon encombré d'Andrew, les cartes du bayou étalées sur une table en bois usé. Ranger était allongé tranquillement au pied de Morgan, sa présence apportant une chaleur réconfortante dans le silence tendu. Morgan nettoya méticuleusement son équipement de plongée, ses mouvements méthodiques lui permettant de canaliser son énergie débordante. Pendant ce temps, Andrew passait des coups de fil à de vieilles connaissances, des gens qui vivaient au bord de la rivière depuis des générations. Chaque conversation était brève et se terminait souvent par un soupir de frustration de la part d'Andrew. Personne n'avait rien vu, personne ne voulait parler, le mur du silence était impénétrable. Ils ont tous peur, dit finalement Morgan à Andrew en passant la main dans ses cheveux gris. Peur de perdre leur droit de pêche, peur de perdre leur maison. Cet endroit a l'air sauvage, mais il est fragile. Les gens dépendent des quelques personnes qui ont de l'argent et du pouvoir, et ces personnes n'aiment pas les questions. Morgan connaissait ce sentiment. Il se souvenait des regards vides et des yeux détournés de l'équipage après l'accident de Miller, de la peur des représailles, du poids écrasant de l'autorité institutionnelle. Mais ici, cela semblait plus personnel, plus étouffant. Ce n'est pas une chaîne de commandement militaire anonyme, c'était une communauté, une famille. Alors que le crépuscule commençait à s'installer, peignant le ciel de nuances orange foncé et violet, Morgan commença à ressentir un picotement d'inquiétude. Il avait un sixième sens pour les ennuis, un faible bourdonnement de danger qui l'avait maintenu en vie au combat. Il bourdonnait maintenant. « Je dois rentrer chez moi, dit-il à Andrew. Ce n'aime pas laisser Ranger seul et j'ai juste un pressentiment. Andrew acquiesça l'air sombre. Fais attention, fiston. Ce pressentiment dans le bayou est généralement juste. Morgan et Ranger rentrèrent chez lui dans la pénombre grandissante. Le bayou était animé par son chœur nocturne, mais aux oreillettes de Morgan, chaque éclaboussure, chaque bruissement dans les roseaux semblait être le prélude à quelque chose de plus sombre. Il sécurisa le skiff, vérifia les serrures de ses portes et fenêtres et servit le dîner à Ranger. La maison semblait exposée, vulnérable malgré ses solides pilotis. Il était sur le porche regardant la dernière lueur de lumière disparaître quand cela s'est produit, le faible bourdonnement d'un moteur hors bord qui s'approchait. Il était loin au début, puis il est devenu de plus en plus fort, coupant la symphonie naturelle de la nuit. Morgan s'est figé, sa main se dirigeant instinctivement vers la petite hache rouillée qu'il gardait près de la porte pour couper du petit bois. Ranger, qui était couché tranquillement à ses pieds, s'est instantanément relevé pour s'accroupir. Un grognement menaçant grondait dans sa poitrine. Ses oreilles étaient aplaties, son regard fixé sur le coude de la rivière qui menait au quai de Morgan. Le bourdonnement s'intensifia, devenant un rugissement lorsqu'un bateau contourna le coude. Mais contrairement à tous les autres bateaux que Morgan avait vus sur le bayou, celui-ci était complètement sombre, sans feu de navigation ni feu de position, juste une forme fantomatique se déplaçant rapidement sur l'eau. C'était un navire plus grand et plus puissant que la barque d'Andrew, ou même le bateau de police de Budrow.
Alors qu'il s'approchait du quai de Morgan, il ne ralentit pas. Il vira légèrement, tournant sa proue directement vers la maison, puis un faisceau de lumière aveuglant jaillit du bateau. Un puissant projecteur qui transperçait l'obscurité comme un laser, balayant le Porsche de Morgan et Ranger dans son éclat aveuglant. La lumière était si intense qu'elle lui fit mal aux yeux, et le désorienta momentanément. Il se protégea le visage. Ranger gémissait doucement face à cette intrusion soudaine et agressive. Le bateau resta là pendant ce qui sembla être une éternité, son puissant moteur tournant bruyamment au ralenti, projetant leurs silhouettes en relief contre la maison sombre. Le projecteur les maintenait dans un regard silencieux et menaçant. Personne ne parlait, personne ne criait d'avertissement. C'était un acte d'intimidation brute et viscérale. Puis, aussi soudainement qu'il était apparu, le projecteur s'éteignit, les plongeant à nouveau dans l'obscurité totale. Le moteur du bateau rugit et celui-ci s'éloigna rapidement, disparaissant au détour du prochain virage aussi vite qu'il était venu, ne laissant derrière lui qu'un bourdonnement persistant et un sillage agité. Morgan resta immobile longtemps après que le bruit se fut estompé, le cœur battant à tout rompre, une sueur froide glaçant sa peau. Ce n'est pas seulement une menace, c'était une démonstration de force. Il savait ce qu'il fouillait et il voulait qu'un seul qu'il sache qu'il le surveillait. Ranger, toujours tendu, se pressait contre la jambe de Morgan, présence rassurante dans le silence oppressant. Il passa le reste de la nuit sur les nerfs, incapable de dormir, Ranger dormant par intermittence au pied de son lit. L'incident avait brisé toute illusion de paix restante. Le lendemain matin, l'air était calme et chaud. L'a été de vérifier son skiff. Il descendit sur le quai, Ranger sur ses talons. À première vue, le bateau semblait en bon état, sans impact de balles ni dommages apparents. Il tendit la main vers le capot du moteur et ses doigts effleurèrent quelque chose de glissant et de collant. Il retira sa main en fronçant les sourcils. Un liquide sombre et visqueux recouvrait le bout de ses doigts. Il le sentit, c'était du kérosène. Il plissa les yeux. Ce n'en était plus un simple avertissement, mais un acte de sabotage évident. Il ouvrit prudemment le capot et regarda à l'intérieur. Le moteur lui-même semblait intact, mais la conduite de carburant avait été trafiquée. Elle était desserrée et fuyait, et quelqu'un avait versé quelque chose dans le réservoir. Il plongea son doigt dans le réservoir et le renifla. Il était indubitablement contaminé. Le moteur allait soit caler complètement, soit, pire encore, exploser, le laissant en rade ou pire encore s'il essayait de le démarrer. Son dernier lien avec le monde extérieur, son seul moyen de transport rapide à travers le labyrinthe aquatique du bayou avait disparu. Il ne l'avait donc pas seulement menacé, il l'avait effectivement coupé du monde. Il était isolé, abandonné sur sa maison sur pilotis. Le message était clair. Arrête de creuser ou tu te noieras. Il regarda ne l'avait pas seulement menacé, il l'avait effectivement coupé du monde. Il était isolé, abandonné sur sa maison sur pilotis. Le message était clair. Arrête de creuser ou tu te noieras. Il regarda Ranger, dont les yeux perçants semblaient comprendre la gravité de la situation. Le chien poussa un grognement grave, un grondement de frustration et de défiance partagée. Morgan sentit un feu familier s'allumer dans ses entrailles. Il voulait qu'il abandonne, il voulait lui faire peur, mais pour Morgan, la peur était toujours le prélude à un combat, et s'il voulait vraiment jouer dur, il jouerait aussi dur. Il ne s'agissait plus seulement de Sterling, il s'agissait désormais de survie et de justice pour Miller. Le passé était désormais le présent. Il sortit son téléphone, bien sûr il n'y avait aucun signal à Pelican Tarka, les lignes de communication étaient aussi soigneusement contrôlées que le débit de la rivière elle-même. Il était vraiment seul. Tout ce qu'il avait, c'était Andrew, son intelligence et un berger allemand fidèle. Cela devrait suffire. Le lendemain du sabotage, le silence du bayou lui semblait être une cage. Morgan se tenait sur son quai, fixant le moteur inutilisable de son skiff. La faible odeur âcre du kérosène flottait encore dans l'air, lui rappelant cruellement son isolement. Il était coincé, prisonnier d'un sanctuaire qu'il avait lui-même choisi. Son esprit, entraîné à évaluer les menaces et à formuler des réponses, passait en revue ses options limitées. Rester sur place équivalait à une condamnation à mort. Cela ne ferait que leur donner le temps de planifier leur prochain coup. Ils devaient agir, ils devaient rejoindre Andrew. Son regard se posa sur la pirogue, un long canoë étroit laissé sous la maison par l'ancien propriétaire. Elle était petite, instable et destinée à une seule personne naviguant sur des eaux calmes, pas à de longs trajets, mais c'était son seul choix. « Très bien, Ranger, dit-il d'une voix basse et déterminée. On dirait qu'on va pagayer. » Le voyage fut pénible. Le petit bateau vacillait dangereusement sous le poids combiné d'un homme corpulent et d'un berger allemand.
Ranger, sentant la nécessité d'un immobilisme parfait, s'allongea au centre de la pirogue, le corps rigide, ses yeux ambrés, observant chaque mouvement de Morgan. Morgan pagayait à grands coups, ses muscles brûlaient, chaque vague, chaque tronc submergé était un désastre potentiel. Le trajet d'une heure semblait une éternité, une bataille tendue et épuisante contre le fleuve et sa propre frustration grandissante. Lorsqu'il atteignit le quai d'Andrew, sa chemise était trempée de sueur et ses mains étaient à vif. Andrew l'attendait, son visage buriné affichant une compréhension sinistre. Il avait vu le moteur saboter de loin à travers ses jumelles. « Je savais que tu trouvais un moyen », dit-il simplement en aidant Morgan à amarrer le bateau instable. Dans la cuisine d'Andrew, avec une cafetière fraîchement préparée, ils exposèrent dans le problème. « Ils nous ont coincés, Bondode, » dit Morgan en faisant les 100 pas dans la petite pièce. « Ils savent que nous avons trouvé le bateau et ils nous ont coupés du monde. Ils contrôlent les principaux canaux, nous ne pouvons joindre la police et ils peuvent nous atteindre quand ils veulent. » Il s'interrompit en regardant Andrew. « Ils doivent avoir une base d'opération, un endroit où se cacher, se réunir. Ça ne peut pas être en ville, ça doit être isolé, mais accessible par voie maritime. » Andrew acquiesça lentement, le regard lointain, fixant les cartes usées sur sa table. Il suivit du doigt le réseau complexe de voies navigables. Il y a des centaines d'endroits comme ça, d'anciens camps de chasse, des cabanes de trappeurs abandonnées. Il se tut, plissant les yeux en signe de concentration. Il fouillait profondément dans sa mémoire, passant au crible toute une vie de connaissances locales, à travers les histoires transmises par son père et son grand-père. « Il y avait un endroit, dit-il enfin d'une voix à peine audible. Mon père en parlait souvent. Il l'appelait le Konrak B. Lang Quen, le bayou oublié. Un canal profond qui traversait le bosquet de cyprès. Il disait que les alligators y étaient aussi gros que des bateaux. C'était une route empruntée par les contrebandiers, d'autres fois utilisée pendant la Prohibition. Mais un ouragan, en 1985 je crois, a modifié le paysage et bloqué l'entrée avec des décennies d'arbres tombés et de limons. Il ne figure sur aucune carte moderne, tout le monde pense que le marais l'a englouti. » Morgan cessa d'arpenter la pièce. « Tout le monde pense qu'il a disparu, répéta-t-il. Les implications stratégiques s'imbriquèrent, ce qui en fait l'endroit idéal pour se cacher. » Andrew leva les yeux, une lueur entre la peur et l'excitation dans ses vieux yeux. « C'est un pari risqué, Morgan. Si tant est qu'il existe encore, y entrer serait un enfer. C'est un mur de verdure. Nous devons essayer, dit Morgan. C'est la seule option qui nous reste. » Ils partirent dans le bateau d'Andrew, laissant la pirogue derrière eux. Andrew les guida jusqu'à la lisière du bosquet de cyprès, une partie dense et inhospitalière du marais que même la plupart des habitants évitaient. Il coupa le moteur et le bateau dériva jusqu'à s'arrêter devant ce qui ressemblait à un mur de nature impénétrable. Les racines épaisses des cyprès, les racines des mangroves et un rideau de lianes lourdes formaient une barrière solide. C'était exactement comme Andrew l'avait décrit, une impasse. « C'est ici, dit Andrew, la voix teintée de doute, ou du moins c'est ce qu'il semblait. On dirait que j'avais raison, le marais avait gagné. » Ils scrutèrent sur le mur de verdure à la recherche d'un signe d'ouverture, d'une brèche suffisamment grande pour laisser passer le bateau. Il n'y avait rien. La déception s'installa lourdement dans l'air, mais Ranger, qui était resté assis patiemment, se leva. Il se dirigea vers la proue, le corps tendu, regardait pas le fourré dans son ensemble. Il avait la tête penchée, les oreilles arctelées tournées blanc, et le nez frétillant. Il poussa un léger gémissement, puis fit un pas vers la gauche, puis vers la droite, comme s'il mesurait quelque chose que lui seul pouvait percevoir. Finalement, il s'arrêta et concentra toute son attention sur un endroit qui ne semblait pas différent du reste de la barrière. Il poussa un seul aboiement aigu. « Qu'est-ce qu'il a trouvé ?» demanda Andrew à Morgan. Morgan se déplaça vers la proue et scruta attentivement l'endroit indiqué par Ranger. Il ne voyait pas d'ouverture, mais il remarqua une subtile différence. L'eau à cet endroit semblait avoir un courant faible mais distinct, une légère traction suggérant un passage au-delà de la mousse suspendue. Celle-ci semblait plus fine, et les branches en étaient légèrement moins denses. C'était presque invisible, un secret chuchoté par la rivière elle-même, et seul Ranger avait pu l'entendre. « Il l'a trouvé, dit Morgan. Il a trouvé le chemin. » Faisant confiance aux chiens, ils prirent un peu leur pagaie et poussèrent le nez du bateau vers l'endroit choisi par Ranger. L'entrée était si étroite que les branches frottaient dans sa tête des deux côtés du couloir. C'était un passage claustrophobe et désorientant. Ils devaient se baisser sous d'épaisses branches noueuses et écarter de lourdes lianes suspendues qui ressemblaient à des bras moites. L'air était immobile et sentait la pourriture ancienne.
Ranger leur servait de guide, poussant parfois la proue avec son museau pour indiquer un léger changement dans le canal caché, les guidant à travers le labyrinthe aquatique. Après 20 minutes qui leur avaient semblé une heure, le tunnel oppressant de verdure s'était soudainement ouvert, le canal s'était élargi et ils avaient redébouché dans une voie navigable, longtemps cachée, flanquée de chaque côté de cyprès anciens et imposants. L'eau y était sombre, calme et silencieuse. C'était comme entrer dans un monde perdu. Ils avaient retrouvé le bayou oublié. Andrew coupa le moteur et ils commencèrent à pagayer, lentement et silencieusement, en essayant de ne pas faire le moindre bruit qui n'avait pas sa place. La tension était palpable. Ils étaient désormais en territoire ennemi. Ils contournèrent un lent virage du canal. Soudain, un ranger qui montait la garde à l'avant se figea. Il n'aboya pas et ne grogna pas, il se raidit simplement, les poils de sa colonne vertébrale hérissés. Il émit un petit souffle doux, un son si faible que Morgan faillit ne pas l'entendre, son regard rivé sur la rive à leur droite. Morgan fit immédiatement signe à Andrew d'arrêter de pagayer et suivit le regard intense de Ranger. Balayant du regard le feuillage dense, ses yeux entraînés à repérer tout ce qui n'était pas à sa place. Il balaya la zone du regard, puis il le vit. Une fine ligne sombre, presque invisible sur fond de feuilles et d'ombre, tendue entre deux racines de cyprès juste au-dessus du niveau de l'eau. Un fil piège simple mais efficace, probablement relié à un dispositif sonore, un groupe de boîtes de conserve ou une cloche qui alerterait quiconque se trouverait à proximité. Les sens aiguisés de Ranger. Sa capacité à percevoir la menace subtile que deux hommes expérimentés avaient manqué venait de les sauver en leur évitant de révéler leur présence. Morgan fit une série de signes silencieux à Andrew. Avec précaution et minutie, ils manœuvrèrent le bateau vers l'autre côté du canal, évitant soigneusement le piège. Ils étaient bon proches, le camp devait être juste devant eux. Ils avancèrent en glissant comme des fantômes sur l'eau noire, le cœur battant à l'unisson, prêts à affronter tout ce qui les attendait au cœur du secret le plus profond du marais, au-delà du fil piège. Le bayou oublié s'ouvrait légèrement. L'eau s'élargissait en une petite mare stagnante et, au-delà, niché au milieu d'un groupe de cyprès et de saules anciens, se trouvait le camp. Ce n'est un complexe tentaculaire, mais un ensemble de 3 cabanes rustiques construites sur un terrain légèrement surélevé, reliées par des passerelles en bois brut. Un petit quai branlant s'avançait dans l'eau trouble où étaient amarrés 2 puissants hydroglisseurs modernes, leurs hélices brillant faiblement dans la lumière tamisée du soleil. De la fumée s'échappait paresseusement de la cheminée de la plus grande cabane, trahissant une activité récente. Morgan et Andrew tirèrent leur bateau dans un épais bosquet de roseaux et le camouflèrent du mieux qu'ils purent. Ranger resta caché dans le bateau, les yeux rivés sur le camp, le corps tendu comme un ressort. L'air était lourd, imprégné d'une odeur de fumée de bois, de vieilles toiles et d'autre chose, quelque chose de vaguement métallique comme un générateur. « On dirait qu'ils sont rentrés », murmura Andrew d'une voix tendue. Ou bien étaient-ils récemment rentrés ? Ils passèrent dans l'heure suivante à observer le camp avec une lenteur agonisante. Morgan, à l'aide d'une petite paire de jumelles qu'Andrew avait apportées, scruta méticuleusement le camp. Il vit des vêtements séchés sur une corde à linge, une assiette à moitié mangée sur une table à l'extérieur d'une cabane, mais personne ne bougeait. Le silence était déconcertant, trop calme. Puis, juste au moment où le soleil commençait sa lente descente, une silhouette émergea de la plus grande cabane. Morgan retint son souffle. C'était Richard Sterling, l'homme qui avait été officiellement déclaré mort quelques semaines auparavant. Il avait vieilli, peut-être la cinquantaine bien avancée, avec une barbe soigneusement taillée et un visage sévère et buriné. Il avait l'air émacié, l'ombre de l'homme dynamique qu'Andrew avait décrit, mais indéniablement vivant. Il marcha lentement jusqu'au bord du porche, alluma une cigarette et regarda l'eau calme, dans une posture d'attente ennuyée. « C'est lui, souffla Andrew, la voix mêlée de soulagement et de fureur. Ce salaud est vivant. » Au bout de quelques minutes, Sterling jeta son mégot dans l'eau et rentra à l'intérieur. 10 minutes plus tard, 2 hommes sortirent d'une des autres cabanes. Ils étaient bien plus jeunes, avaient l'air plus coriaces et portaient des vêtements de travail décontractés. Ils montèrent dans l'un des hydroglisseurs et, dans un rugissement qui brisa le silence du bayou, ils filèrent à toute vitesse sur le canal, probablement pour une patrouille ou un ravitaillement. Sterling réapparut sur le porche de la cabane principale et resta là un moment à les regarder partir avant de se retirer à l'intérieur. « C'est notre chance, » murmura Morgan. « Ils sont seuls ou avec un minimum de sécurité. On y va. » Andrew acquiesça, la mâchoire serrée. Ranger, sentant leur tension accrue, gémit doucement puis regarda Morgan, prêt à obéir à ses ordres.
Reste baissé, Ranger, murmura Morgan en caressant la tête du chien. Surveille le bateau. Si quelque chose revient, préviens-nous. Compris? Ranger lui lécha la main en signe d'acquiescement silencieux. Ils se déplaçaient pas comme des fantômes à travers le feuillage dense, Morgan en tête et Andrew juste derrière. Ils contournèrent le campement et s'approchèrent de la plus grande cabane où se trouvait Sterling. Morgan mit à profit son entraînement dans la marine, se déplaçant silencieusement d'un abri à l'autre et évaluant chaque ombre, chaque mouvement. Les fenêtres de la cabane étaient petites et sales, mais à travers une vitre fissurée, Morgan pouvait voir Sterling assis à une table, triant une pile de papier. Ils attendirent longtemps jusqu'à ce que l'obscurité enveloppe complètement le camp, utilisant les ombres grandissantes comme couverture, avec Andrew pour le couvrir. Morgan s'approcha silencieusement de la porte arrière. Elle était vieille, en bois et sécurisée par un simple cadenas. Un coup rapide et expert avec un pied de biche, et le cadenas se brisa, le bruit à peine audible dans la nuit. Ils se glissèrent à l'intérieur. La cabane principale était peu meublée et sentait la cigarette froide et la moisissure. À la lumière vacillante d'une seule lanterne posée sur la table, Sterling était effectivement en train d'examiner attentivement des papiers. Andrew désigna un petit coffre-fort lourd niché dans un coin. « C'est là que Sterling gardait tout ce qui était important », murmura-t-il. Morgan fit signe à Andrew de monter la garde pendant qu'il s'approchait de Sterling. L'homme leva les yeux et ses yeux s'écarquillèrent de surprise lorsqu'il vit Morgan, un fantôme émergeant de l'ombre. Avant que Sterling n'ait pu réagir, Morgan l'attrapa, lui tordit le bras dans le dos et le plaqua contre le mur. Sterling, la voix de Morgan était un grognement grave. « Richard Sterling, tu censais être mort !» Sterling se débattit et tenta de crier, mais Morgan lui couvrit la bouche de sa main. « Nous savons pour le bateau, nous savons que ce n'était pas un accident. » Pendant ce temps, Andrew s'était approché de la table et avait rapidement parcouru les papiers que Sterling était en train d'examiner. Il s'agissait de polices d'assurance, de relevés bancaires et, curieusement, d'un grand livre rempli d'entrées codées. Il repéra une pile de photos d'hommes qu'il connaissait, des hommes qui avaient été déclarés morts dans des accidents similaires au cours des dernières années et qui semblaient être maintenant bien vivants. « C'est ça !» s'exclama Morgan Andrew. Il saisit son téléphone, la preuve, et commença à prendre des photos des documents, du registre et des photos des hommes. Décédés. Sterling, les yeux écarquillés de terreur, parvint à articuler un mot, quelque chose qui ressemblait à « Dubois ». Soudain, un bruit sourd retentit à l'extérieur, puis un autre plus proche. On aurait dit que quelque chose de gros avait heurté la passerelle en bois. Morgan redressa brusquement la tête. « Ranger !» murmura-t-il, le cœur battant à tout rompre. Ce n'était ni un aboiement ni un grognement, mais un impact sourd et lourd. « On est fichu !» dit Andrew d'une voix sinistre en prenant la dernière photo. « Ils sont de retour. » Au moment même où Andrew prononçait ces mots, une voix retentit à l'extérieur. « Et qui est là ?» Des pas résonnèrent lourdement sur la passerelle en bois menant à la cabane. Morgan repoussa Sterling du mur. « Andrew, va chercher le bateau. » Andrew acquiesça, rangea son téléphone dans une pochette étanche, puis se retourna pour se précipiter vers la porte arrière par laquelle ils étaient entrés. Au moment où ils franchissaient le seuil, un grand bruit métallique retentit dans la nuit. Quelque chose de gros et de cylindrique roula depuis une étagère au-dessus de la porte, délogée par le mouvement rapide, et heurta une pile de seaux métalliques vides, qui avaient empilé de manière précaire près de la porte. Le son, amplifié dans la nuit calme, ressemblait à un coup de tonnerre. Les cris provenant de l'extérieur s'intensifièrent. « Ils sont dans la cabine principale, attrapez-les. » Morgan savait qu'ils étaient acculés. Il attrapa Sterling et le traîna vers la porte arrière. « Bouge !» aboya-t-il. Andrew était déjà à mi-chemin sur la passerelle, se précipitant vers leur bateau, tandis que Morgan et Sterling sortaient en trombe de la cabine. Les deux hydroglisseurs, qui étaient allés partis plus tôt, étaient maintenant de retour et accostés au quai principal. Deux hommes armés de fusils de chasse en étaient déjà sortis. Une autre silhouette, plus petite et plus trapue, restait sur l'un des bateaux et criait des ordres. C'était l'homme que Morgan reconnut comme étant l'adjoint Boudreau. « Attrapez-les !» La voix de Boudreau résonna sur l'eau. « Ne les laissez pas atteindre leur bateau !» Morgan poussa Sterling devant lui pour couvrir leur retraite. Des coups de feu retentirent et des éclats de bois volèrent près de leur tête. Il entendit Andrew essayer les laisser pas atteindre leur bateau. Morgan poussa Sterling devant lui pour couvrir leur retraite. Des coups de feu retentirent, des éclats de bois volèrent près de leur tête. Il entendit Andrew essayer frénétiquement de dégager leur bateau camouflé des roseaux. Ranger, toujours dans le bateau, aboyait maintenant avec frénésie, un son furieux et désespéré. L'effet de surprise avait disparu, ils étaient exposés, piégés,
et la chasse avait commencé. La fuite du camp fut une fuite chaotique et désespérée à travers le labyrinthe du bayou. Le petit bateau d'Andrew poussé à ses limites absolues filait sur l'eau sombre, le rugissement de son petit moteur un cri frénétique contre le silence oppressant de la nuit. Le grondement plus profond et plus puissant des hydroglisseurs était une promesse constante et terrifiante de poursuite. Ranger se tenait prêt à l'avant, silhouette sombre contre l'eau éclairée par la lune, ses aboiements aigus et furieux, sentinelles solitaires couvrant leur retraite. Les coups de fusil résonnèrent à travers les cyprès, les plombs crépitant dans l'eau autour d'eux, provoquant de petites éclaboussures violentes. Entre les Dios glaciages bachor. Il nous rattrape, cria Andrew par-dessus le bruit du moteur, les jointures blanchies par la force avec laquelle il agrippait la barre. L'esprit de Morgan était un tourbillon de calculs tactiques. Il ne pouvait pas les distancer, pas avec une telle puissance contre eux. Leur seul avantage était leur connaissance du terrain et leur maniabilité. « À gauche, Andrew », ordonna-t-il en pointant un canal étroit, presque invisible, encombré de branches basses. « Il est trop large pour nous suivre là-dedans. » Andrew, sans hésiter, tourna la barre et le petit bateau vira brusquement dans le passage étroit. Les branches fouettaient à leur visage et le fond du bateau raclait contre un tronc submergé, mais ils avaient réussi à passer. Derrière eux, ils entendaient le rugissement frustré des hydroglisseurs, leurs poursuivants étant contraints de ralentir et de trouver un autre itinéraire. C'était un répit temporaire, quelques précieuses minutes gagnées grâce à une manœuvre très risquée. Leur destination était la seule logique qu'ils avaient. Morgan. Ce n'était pas une forteresse, mais c'était un terrain défendable. C'était leur maison. Ils atteignirent le quai quelques instants avant leurs poursuivants. Le puissant vrombissement des hydroglisseurs était déjà audible au loin. « Entrez immédiatement », ordonna Morgan en aidant le vieil homme à se hisser sur le quai. Ranger sauta du bateau et prit instantanément une position défensive en haut des escaliers, un grognement sourd grondant dans sa poitrine. Pendant qu'Andrew tâtonnait avec la clé, Morgan agissait avec rapidité et efficacité. Il détacha son vieux skiff et le poussa violemment, l'envoyant dériver dans le canal, un obstacle potentiel. Il attrapa le lourd banc en bois du porche et le coinça sous la poignée de la porte. Une fois à l'intérieur, le soldat en lui prit le contrôle total. Le vétéran calme et hanté avait disparu, remplacé par un homme agissant par pur entraînement et instinct. « Andrew pousse cette table contre la porte », ordonna-t-il. Ensemble, ils poussèrent la lourde table en chêne, barricadant leur seule entrée. Il se déplaça rapidement dans la petite maison, claquant les volets en bois volé anti-tempête, plongeant la pièce dans une obscurité presque totale, ne laissant que de minces fentes pour observer l'extérieur. La maison n'était plus un foyer, c'était un bunker. Il rassembla leur maigre arsenal, la hache à bois, une lourde poêle en fonte provenant de la cuisine et le long et pointu gaffe de pêche d'Andrew. Longue et acérée gaffe de pêche d'Andrew. Il tendit la poêle à Andrew. « Reste dans ce coin, loin des fenêtres. Si quelqu'un passe, tu frappes à la tête. Compris ?» Andrew, pâle et haletant, mais avec un regard déterminé, acquiesça. « Compris. » Juste au moment où ils avaient terminé, les bateaux pneumatiques arrivèrent, tournant autour de la maison comme des prédateurs. Leurs puissants projecteurs balayaient le bâtiment à la recherche de faiblesses. Des voix rauques et furieuses résonnaient à sur l'eau. Nulle part où fuir. Le citadin sort de là et on fera peut-être vite. Faire vite. Morgan les ignora. Il regarda à travers une fente dans les volets et vit 2 hommes armés de fusils de chasse se préparer à prendre d'assaut le quai. Son monde entier se réduisit à ce seul point d'entrée. Le premier homme sauta sur le quai, puis le second. Ils commencèrent à monter les escaliers. Morgan attendit, serrant fermement le manche de la hache. Dans le silence tendu, rompu seulement par le clapotis de l'eau et le ronronnement des moteurs, Morgan sentit ses mains se mettre à trembler. L'odeur de l'espace humide et clos, l'adrénaline, la violence imminente, tout cela le ramenait au cauchemar. Il sentait la sueur froide sur son front, les battements frénétiques de son cœur menaçant de prendre le dessus sur son entraînement. Il perdait son emprise. Il jeta un coup d'œil vers le bas. Ranger était allongé à plat sur le sol, le corps bas et tendu, mais sa respiration était régulière et profonde. Il n'était pas paniqué, il était concentré et prêt. Le chien avait dû sentir le regard de Morgan, car il leva la tête et leurs regards se croisèrent dans la pénombre. Dans le regard calme et inébranlable de Ranger, Morgan ne vit pas de peur, mais une confiance absolue et une détermination calme et puissante. C'était une ancre, une bouée de sauvetage.
Morgan prit une profonde inspiration tremblante et ses mains cessèrent de trembler. Il n'était pas sur ce bateau. Il était ici dans cette maison, avec ses amis. Il avait le contrôle. La force tranquille de Ranger l'avait ramené du bord. Le premier agresseur atteignit le haut de l'escalier et chargea la porte. Le bois trembla sous l'impact de son épaule. Morgan se prépara alors que le deuxième homme se joignait à l'assaut. La vieille porte commença à se fendre, mais leur concentration sur l'avant était une erreur tactique classique. Pendant que deux hommes créaient une diversion à la porte, un troisième homme de main, plus jeune et plus agile, s'était glissé silencieusement dans l'eau de l'autre côté de la maison. Utilisant les épaisses piliers en bois épais comme prise, il grimpa avec une grâce reptilienne furtive, se hissant sur la véranda arrière grillagée. Le bruit du bois qui se brisait et du grillage qui se déchirait était assourdissant dans la petite maison où se trouvait l'homme de main. Il vit Andrew, la cible la plus âgée et la plus vulnérable, et se jeta sur lui, attrapant le vieil homme par derrière et lui immobilisant les bras. « J'en ai un !» cria l'homme triomphalement à ses partenaires à l'extérieur. Morgan se retourna brusquement, la hache à la main, mais il était de l'autre côté de la pièce, bloqué par les meubles. Était trop loin. Une peur glaciale s'empara de lui lorsqu'il vit l'homme de main sortir un long couteau. Il n'est pas y arrivé à temps, mais l'agresseur avait commis une erreur fatale. Il avait oublié le chien. Depuis l'ombre profonde, sous la table principale où Morgan l'avait placé, un missile noir explosa dans la pièce. Il n'y eut ni aboiement d'avertissement, ni grognement furieux. Ce fut un lancement silencieux et mortel. Ranger, un flou de muscles et de fourrure, percut Ranger était sur lui. Les puissantes mâchoires du chien se refermèrent sur l'épaule de l'homme, non pas pour la déchirer, mais pour la maintenir avec une pression écrasante. Son entraînement lui avait appris à neutraliser la menace, pas à tuer. Cloué au sol, l'homme de main poussa un cri étranglé de douleur et de terreur, tandis qu'un grognement profond et terrifiant finit par jaillir de la poitrine de Ranger. Le cri surprit les assaillants à l'extérieur, qui restèrent un instant figés dans un silence confus. L'assaut contre la porte d'entrée cessa. Morgan saisit l'occasion et traversa la pièce en deux longues enjambées. Il repoussa le couteau d'un coup de pied et enfonça violemment le bout du manche de la hache dans la tempe de l'homme à terre, le rendant inconscient. La menace immédiate était passée. Ils avaient un otage, un bref répit précieux. Morgan se tenait debout, respirant bruyamment dans la pièce fortifiée et sombre. Andrew était appuyé contre le mur, secoué mais indemne. Dehors, les bateaux continuaient à tourner en rond, leur lumière balayant l'eau, leurs occupants désormais méfiants et incertains. La longue nuit était loin d'être terminée, mais grâce à Ranger, ils avaient survécu à la première vague. L'impasse dans la maison sombre et silencieuse était une trêve fragile et terrifiante. Dehors, les deux hydroglisseurs tournaient au ralenti, leurs puissants moteurs émettant un bourdonnement menaçant dans la nuit. À l'intérieur, les hommes de main capturés gisaient, ligotés et bâillonnés sur le sol, tandis qu'Andrew montait nerveusement la garde, les jointures s'en blanchissaient autour du manche de la poêle en fonte. L'assaut immédiat avait été repoussé, mais Morgan savait qu'il vivait sur du temps emprunté. Leurs agresseurs étaient des prédateurs patients, satisfaits d'attendre que l'épuisement et la peur fassent leur œuvre. « Ils ne partiront pas », murmura Andrew en regardant à travers une fente dans les volets. « Nous sommes coincés, nous ne pouvons pas rester », répondit Morgan, son esprit passant en revue différents scénarios tactiques. La maison était un piège. Leur seul espoir était d'apporter les preuves, les photos sur le téléphone d'Andrew aux autorités. « Andrew, y a-t-il un poste de police d'État dans la ville voisine, de l'autre côté du lac ?» Andrew acquiesça. « Oui, un petit, mais il faut parcourir 30 kilomètres en pleine mer. Ils nous verront dès qu'on quittera le quai, on n'y arriveront jamais. » Peut-être, dit Morgan, un plan désespéré et risqué se formant dans son esprit. Si nous pouvons réparer mon skiff, si nous pouvons partir avant qu'ils ne s'y attendent. L'idée était folle. Tenter une réparation délicate du moteur au milieu de la nuit, avec des hommes armés qui attendaient à quelques mètres de là, mais c'était le seul plan qu'ils avaient. Pendant qu'Andrew gardait l'otage sous la menace, criant de temps en temps des menaces au bateau à l'extérieur pour maintenir l'illusion d'une impasse, Morgan se glissa à l'arrière de la maison. Il se déplaçait dans un silence de mort, s'abaissant dans l'eau fraîche et sombre sous la maison. Le bruit de sa propre respiration résonnait dans ses oreilles. Il se fraya un chemin jusqu'au quai, son corps protégé par les pilotis, travaillant à la faible lueur d'une petite lampe torche étanche qu'il tenait entre ses dents. Il commença à examiner le moteur saboté. Le kérosène dans le réservoir de carburant était le principal problème. Il ne pouvait pas le vider sans faire de bruit. La seule solution était de le contourner.
Il trouva un jerrycan de 19 litres d'essence propre qu'il gardait pour les urgences et, à l'aide d'un morceau de tuyau provenant du bateau d'Andrew, il commença à installer une conduite d'essence alimentée par gravité directement vers le carburateur. C'était une solution temporaire rudimentaire, une astuce qu'il avait appris sur le terrain pour faire avancer un véhicule endommagé juste assez longtemps pour échapper à une zone dangereuse. Chaque cliquetis d'outil, chaque juron étouffé, résonnait comme un coup de feu dans la nuit silencieuse. Il travailla pendant des heures, les doigts engourdis, le corps glacé par l'eau. Ranger resta à l'intérieur avec Andrew, gardien silencieux et vigilant. De temps à autre, un grognement sourd s'échappait de la maison, signe que les bateaux ennemis se déplaçaient pour tester leur défense. À chaque fois, Morgan se figeait, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine, jusqu'à ce que le grognement ne s'estompe, juste au moment où les premières lueurs grises commençaient à adoucir le ciel à l'est. Il a terminé la conduite de carburant de fortune. Elle était moche et dangereuse, mais elle pourrait fonctionner. Il était retourné dans la maison, ses vêtements dégoulinant, un signal silencieux à Andrew pour lui indiquer que c'était le moment. Leur évasion était un acte de chaos calculé. Morgan a coupé les liens des otages. « Dites-leur que nous sortons », a-t-il sifflé. « Dites-leur que vous allez en sortir. » Le sbire terrifié trébucha sur le porche en criant à ses camarades, alors que les projecteurs de l'hydroglisseur pivotaient pour se concentrer sur lui. Morgan, Andrew et Ranger jaillirent d'un de la maison, formant une unité compacte et rapide. Ils dévalèrent d'Oxana les escaliers et montèrent dans le skiff à la dernière seconde. Morgan donna un coup violent à l'otage, le projetant sur le quai vers ses alliés. « Allez-y » cria-t-il à Andrew. Andrew, déjà au volant, tourna la clé, le moteur cracha, toussa, puis rugit. Il appuya sur l'accélérateur et le skiff s'éloigna du quai, laissant derrière lui les assaillants stupéfaits. Pendant un moment glorieux et palpitant, ils crurent avoir réussi, mais les puissants moteurs des hydroglisseurs rugirent en réponse et la poursuite commença. Ce n'était plus un jeu du chat et de la souris dans les canaux étroits, mais une course brutale et effrénée sur les eaux ouvertes du lac. L'été plus rapide, son énorme hélice fendant l'eau et les rattrapant à une vitesse terrifiante. Des balles ricochaient là sur la surface derrière eux. Morgan s'accroupit pour protéger Andrew de son propre corps, la hache serrée dans sa main. L'hydroglisseur n'a même pas essayé de les désarmer. Son conducteur était habile et se plaça à côté de leur petite embarcation. Les deux bateaux se frottaient et tremblaient l'un contre l'autre dans les eaux agitées. L'intention était claire, ils allaient remonter à bord. Un homme de main costaud, le visage déformé par la rage, se tenait au bord de l'hydroglisseur, se stabilisant contre le mouvement. Dans ses mains, il tenait un long et lourd crochet de bateau avec une pointe redoutablement acérée. Il était à moins d'1 mètre, assez près pour que Morgan puisse voir la froideur dans ses yeux. Dans ses yeux. Il leva haut le crochet, prêt à le faire s'abattre sur Andrew. Le temps semblait ralentir. Morgan était trop bas, trop déséquilibré pour l'arrêter. Andrew était coincé derrière le volant. C'était fini. Mais dans cette fraction de seconde où la violence semblait imminente, une autre force intervint. Ranger, qui s'était calé entre les sièges, vit l'arme levée, vit la menace directe qui pesait sur sa famille. Avec un rugissement guttural qui n'était que pure fureur protectrice, il agit. Il n'hésita pas, il n'attendit pas attendit d'ordre, il se lança à travers l'espace étroit entre les deux bateaux, lancés à toute vitesse. C'était un saut d'instinct et de loyauté pure. Son corps puissant percut. L'agresseur poussa un cri de surprise et de douleur lorsqu'il fut déséquilibré. Le crochet lui échappa des mains et tomba bruyamment sur le plancher de l'hydroglisseur, désormais inutile. Le chaos s'installa immédiatement sur le bateau ennemi. Le conducteur tressaillit instinctivement et tira sur les commandes. Le partenaire du sbire se précipita pour l'aider et tenta de repousser le chien. Dans la lutte qui s'ensuivit, le deuxième homme attrapa une lourde rame en bois et la brandit sauvagement. Elle frappa Ranger. Ranger poussa un cri de douleur aigu et perçant, son étreinte faiblit pendant 1 seconde, mais son sacrifice leur avait permis de gagner la seule chose qui comptait, du temps. Cette distraction momentanée était tout ce dont Morgan avait besoin. Il poussa Andrew tourna brusquement le volant et Morgan enfonça la manette des gaz. Le skiff s'éloigna brusquement de l'hydroglisseur. La conduite de carburant de fortune résista à la pression et ils avancèrent rapidement, gagnant quelques précieux mètres, tandis que les hommes sur l'hydroglisseur étaient encore en plein désarroi, essayant de repousser un chien blessé et furieux et de s'occuper de leur coéquipier blessé. Ils s'étaient échappés. L'hydroglisseur resta en arrière, ses occupants criant de rage, mais leur assaut organisé était débrisé. Morgan ne pouvait regarder en arrière.
Le rugissement de victoire qu'il aurait dû ressentir était étouffé par une vague de peur froide et écœurante. Il coupa légèrement les gaz et le son qui emplit l'air lui brisa le cœur. Le son aigu et fin de Ranger, gémissant de douleur. Il se retourna et vit Andrew déjà allongé sur le sol du bateau, berçant la tête du chien. Il y avait une tache sombre et humide sur le côté de Ranger, et sa respiration était faible et saccadée. L'espoir d'être secouru, maintenant tangible avec la rive qui grossissait au loin, était empoisonné par la terrible et urgente crainte pour la vie de son meilleur ami. Ils avaient gagné leur liberté, mais le prix à payer était terriblement élevé. Le skiff heurta le quai public de Saint-Martinville avec un bruit sourd et discordant. Le monde en dehors de leur fuite désespérée était d'une normalité choquante. Des gens chargés, du matériel de pêche, des enfants riaient, et le soleil matinal scintillait sur les eaux calmes et larges. Pour Morgan et Andrew, c'était comme remonter à la surface après une plongée profonde et sombre dans un monde qui avait continué à tourner sans eux. Mais leur réalité était cet animal brisé qui gémissait, allongé sur le plancher du bateau. « Il nous faut un vétérinaire tout de suite », dit Morgan d'une voix rauque, brisée par la peur et l'épuisement. Un homme qui lançait un filet depuis le quai vit la fourrure emmêlée de sang sur le flanc de Ranger, et le regard sauvage de Morgan. Il pointa un doigt tremblant vers la rue, 2 pâtés de maison plus loin, chez le docteur Albry, le meilleur vétérinaire de la paroisse. Ils ne perdirent n'en pas une seconde. Morgan souleva doucement Ranger dans ses bras, le poids du chien étant un fardeau terrible et boiteux. Andrew, dont les vieilles articulations lui faisaient mal, se précipita derrière lui, serrant la pochette imperméable contenant leurs preuves comme une relique sacrée. Ils coururent et trébuchèrent à travers la petite ville, ignorant les regards des passants. La vétérinaire, une femme nommée Dr Albry, avait des yeux gentils et compétents et un comportement calme qui apaisa les nerfs à vif de Morgan. Elle jeta un coup d'œil à Ranger et dégagea immédiatement une table d'examen. « Que lui est-il arrivé ?» demanda-t-elle, ses mains sondant déjà avec expertise et douceur le flanc blessé du chien. « Il a été frappé avec une rame », parvint à dire Morgan, la gorge serrée. « Il a au moins 2 côtes cassées et je crains une hémorragie interne », dit-elle après un moment de tension. « Bon, je dois lui faire passer une radiographie et lui administrer des fluides immédiatement. Vous devrez attendre dehors. » Laisser Ranger sur cette table métallique froide fut l'une des choses les plus difficiles que Morgan ait jamais faites. Alors que la porte de la salle d'opération se refermait, il se retrouva dans la salle d'attente stérile et silencieuse, le silence rugissant dans ses oreilles. Le combat était terminé, mais son ancrage avait disparu et il se sentait terriblement à la dérive. Andrew posa une main ferme sur son épaule. « C'est un combattant, Morgan, tout comme toi. Maintenant, nous devons faire notre part. » Le cœur lourd, ils se sont rendus au poste de police d'État. Ils avaient l'air pitoyables, couverts de boue, épuisés et fonctionnant à l'adrénaline pure. L'officier à l'accueil les a regardés avec une profonde méfiance, mais Andrew, avec le sérieux inébranlable d'un vieil homme qui en a trop vu, a posé son téléphone sur le comptoir. « Je m'appelle Andrew Hebert », a-t-il dit avec un fort accent cajun, mais d'une voix claire. « Voici Morgan et nous avons des preuves de multiples meurtres, de fraude à l'assurance et de corruption impliquant l'adjoint du shérif Budreau de Pelican-Estrest. » La déclaration était si directe, si audacieuse qu'elle a attiré l'attention. Un détective chevronné a été appelé et ils ont été conduits dans une petite salle d'interrogatoire stérile. Pendant l'heure qui a suivi, ils ont raconté toute l'histoire, du gilet de sauvetage coupé au bateau sabordé en passant par le camp caché. Le détective a écouté, son expression passant du scepticisme à la stupeur, puis à une sombre conviction, tandis qu'Andrew faisait défiler les photos accablantes, le registre, les faux documents, les visages d'hommes officiellement déclarés morts. Les preuves étaient irréfutables. Lorsque Morgan décrivit le rôle de l'adjoint Budreau, le détective décrocha son téléphone et passa un appel, la voix basse et pressante. L'affaire fut immédiatement transmise à un niveau supérieur et, en moins d'1 heure, le FBI était impliqué. Le raid fut rapide et impressionnant. Une flotte de bateaux tactiques de la police d'État et du FBI descendit sur les eaux calmes de Pelican. Une vague de justice déferla sur ce coin corrompu. Les hommes de main du camp, pris complètement par surprise, se rendirent sans combattre. L'adjoint Budreau fut arrêté dans son bureau, le visage figé dans une expression d'incrédulité. La dernière pièce du puzzle fut appréhendée dans la clinique médicale propre et calme de la ville. Le docteur Dubois, un homme d'une 60aine d'années, aux yeux doux, aux cheveux argentés et vêtu d'une veste en tweed respectable, était en train d'examiner le mal de gorge d'un enfant. Il n'a montré aucune surprise, aucune colère, seulement une sorte de résignation lasse, comme s'il s'attendait à ce jour depuis longtemps.
Alors qu'il le menait en menotté, il a vu Morgan debout près d'une des voitures de police. Leurs regards se sont croisés. Dubois s'est arrêté et pendant un instant, il n'avait plus l'air d'un cerveau criminel mais d'un père déçu. Buta obesdobriar amoda. Vous tuez le nouveau, n'est-ce pas dit Dubois d'une voix douce et cultivée, dépourvue de toute malice. Le marin Morgan le fixa du regard, son esprit luttant pour concilier cette figure calme et paternelle avec l'homme qui avait condamné d'autres personnes à mort. « Tu vois un crime, mon garçon ?» continua Dubois, une étrange tristesse dans les yeux. « Je vois 100 familles étouffées par les dettes, par les banques de ville qui se fichent de gens comme nous. Je leur ai donné un baptême, un moyen de renaître, libérés d'une vie qui était déjà une prison. Je les ai sauvés. » Il secoua lentement la tête. « Tu ne n'aimais pas mes méthodes. » Les mots frappèrent de Morgan avec une force inattendue. La victoire semblait soudain compliquée. La frontière entre le bien et le mal était brouillée par un motif qui, à sa manière tordue, était né d'un désir de protéger sa communauté. Ce n'était pas un simple monstre, c'était un homme avec un complexe du sauveur, si profond qu'il considérait le meurtre comme un acte de miséricorde. Cela excusait pas ses actions, mais cela rendait le triomphe creux, teinté de la tragédie d'un homme qui était devenu ce qu'il cherchait à combattre. 3 mois plus tard, le soleil d'automne projetait une lumière dorée et chaude sur le bayou. L'humidité oppressante de l'été avait laissé place à une brise fraîche et agréable qui faisait bruisser les feuilles changeantes des cyprès. Sur le porche de la maison sur pilotis, Ranger était allongé, se prélassant au soleil. Il était plus mince et une longue cicatrice pâle lui parcourait le flanc, rappel permanent de son courage, mais sa queue battait à un rythme régulier contre les planches de bois. Il était guéri. Une balle a décrit une trajectoire en arc dans les airs et a atterri près du quai. Ranger s'est levé d'un bond et l'a poursuivi avec l'énergie joyeuse d'un chien renaissant. Morgan l'observait, un sourire sincère illuminant son visage. Le regard hanté de... Ses yeux avaient disparu, remplacés par un calme profond et serein. Il avait affronté les fantômes de son passé en combattant les démons du présent, et, ce faisant, il avait trouvé une paix qu'il n'aurait jamais cru possible. Le bruit d'un moteur de bateau familier s'approcha et Andrew accosta au quai dans un nouveau bateau robuste sur lequel étaient peints en lettres claires et audacieuses les mots « Pelican's Rest Volunteer River Patrol », prêt à faire sa ronde. Andrew appela d'une voix enjouée comme toujours. Morgan répondit. Ranger sauta dans le bateau et prit sa place habituelle à la proue. Morgan et Andrew le suivirent et ils se mirent en route sur l'eau. Ils ne fuyaient plus et ne se cachaient plus. Ils étaient désormais des gardiens. Ils passaient leur journée à aider les plaisanciers en détresse, à surveiller l'eau à la recherche de braconniers et à être simplement une présence rassurante sur la rivière. Ils avaient en dépris le traumatisme et la violence qui avaient envahi leur vie et les avaient retransformés en un nouvel objectif commun alors qu'ils descendaient dans le canal, l'eau scintillant dans la lumière de l'après-midi. Morgan regarda Andrew, son ami, et Ranger, son sauveur. Il était venu dans le bayou en quête de solitude, mais il avait trouvé une famille. Il était venu en quête de calme, mais il avait trouvé sa voie. La rivière n'était plus un lieu de secrets sombres et de menaces silencieuses, c'était son foyer, et pour la première fois depuis très longtemps, il se sentait en sécurité chez lui. La véritable loyauté ne consiste pas seulement à se tenir aux côtés de quelqu'un, mais à être l'ancre qui le maintient stable pendant la tempête, la présence silencieuse qui le guide vers la lumière quand tout semble perdu. Si cette histoire du lien indestructible entre un vétéran et son fidèle partenaire vous a touché, aidez-nous à partager d'autres récits similaires. Chaque abonnement est un message qui montre que ces histoires de courage et de guérison sont importantes et chaque commentaire ou partage aide notre communauté à grandir. Le voyage ne s'arrête pas là, car une autre histoire vous attend en ce moment même, sur votre écran.